Bienvenue dans ce sixième épisode de Mondialiste. Aujourd'hui, on va parler de la poule F et surtout des Pays-Bas parce qu'on est accompagné d'Enzo Pello. Vous le connaissez très probablement déjà sur ma chaîne, notamment grâce à Box to Box. Il est actif sur X, ça vous le savez peut-être aussi, mais aussi sur YouTube depuis peu. Il a lancé sa chaîne perso, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, c'est très intéressant. Tous les liens sont dans la description, donc ne faites pas les timides. Enzo, comment vas-tu? Bah, très, très bien Mathis, ça fait bizarre d'être invité. Normalement, c'est moi qui t'invite. Ça fait bizarre que tu m'invites, mais non, très content d'être ici pour parler coupe du monde parce que ça approche petit à petit, puis pour parler de cette sélection aussi, sur laquelle il y a pas mal de choses à dire. Exactement ce qu'on disait en off, j'ai l'impression, de t'inviter chez toi. C'est un peu particulier. Juste avant de démarrer, je vais pas te faire l'affront de parler de ton Ajax, quoique ça peut être en corrélation quand même. Juste une Le petite temps de question. vidéo sera doublé, hein, je pense. Donc, Ouais, ouais, je il y a des chances, il y a des chances. Le NEC Nijmegen, tu me corriges sur la prononciation par pitié. Ça devrait se Nijmegen. qualifier OK, OK. Ça devrait se qualifier probablement en Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est réaliste? Bah, déjà, se qualifier, faut attendre parce que bon, même si on est très mal en point, l'Ajax existe encore et aux Pays-Bas, c'est les 2 premiers qui se qualifient directement et le troisième qui passe par un barrage et Nijmegen est troisième. 2 points devant l'Ajax et 3 points derrière Feyenoord, je crois, de mémoire. Mais non, en vrai, c'est une top, top, top équipe. Ça fait penser un petit peu à Brest, il y a deux saisons, 2-3 saisons du côté de la Ligue 1, sauf que c'est pas du tout le même, style de jeu. Là, on est vraiment dans l'équipe, très caricaturale, en Eredivisie, qui met très haute pression, très intense, très moderne, avec beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc non, non, c'est top pour l'Eredivisie et ça montre aussi que le niveau des gros est pas au rendez-vous parce que dans une Eredivisie normale, Heimeren, même si ça travaille bien, c'est pas censé être troisième, sauf qu'il y a des gros qui sont un petit peu défaillants, même complètement défaillants cette saison. OK et ben, merci pour ces petites précisions. On va passer au plat principal. Les Pays-Bas, avant de parler de la poule, on va faire un petit focus sur eux, évidemment, c'est pour ça que tu es là. Pour, poser un petit peu les bases. 3 finales de coupe du monde perdues, ça c'est le perdant magnifique, hein. Ça, c'est un petit peu, ce qu'on dit de cette nation. Sur les phases de qualification, ça a été quand même l'une des nations les plus incisives, sans pitié face aux plus faibles, Malte, la Lituanie, la Finlande, accrochée quand même 2 fois par la Pologne et en match de prépa, plus récemment, tu as une victoire sur les Friands de Norvège à mettre en relief et là, je vous invite à vous rediriger sur la chaîne de d'Enzo, il en a parlé et ouais, du coup, un match nul face à l'Équateur qui est peut-être une des nations les plus accrocheuses du circuit. Mais avec un carton rouge à la 13e minute. Donc, hem, de prime abord, il y a quand même des choses intéressantes, mais, Enzo, il y a peut-être aussi des choses qui le sont moins. Qu'est-ce que tu, en dis de tout ça? Bah, sûr que au niveau des résultats, c'est pas infamant de faire, de gagner face à la Norvège, de faire nul face à l'Équateur. Après, il faut remettre en contexte par rapport à cette trêve de mars. La Norvège n'avait ni Erling Haaland ni Martin Odegaard. C'est ses 2 meilleurs joueurs, les 2 joueurs dont elle est ultra dépendante. C'était le meilleur passeur, le meilleur buteur des phases éliminatoires pour la coupe du monde en Europe. Donc, ouais, à remettre en contexte, sachant que le match n'était pas non plus ultra flamboyant. C'était pas une très grosse perf, loin de là des Pays-Bas. Puis face à l'Équateur, bah, tu ouvres le score rapidement sur un CSC de Pacho, mais tu prends un rouge au bout de 15-20 minutes de Dumfries et après tu es dans une posture de résistance. Tu mets le but et tu as de la chance que la force équatorienne soit surtout défensive plutôt qu'offensive pour, réussir à accrocher le nul. Mais c'était vraiment une contre-performance et tu finis avec moins de 30 de possession, tu arrives pas à installer le moins de temps de possession donc ouais, non, c'est une trêve qui dit pas mal des limites de ces Pays-Bas parce que je trouve quand même la campagne de qualification un petit peu en trompe-l'œil. Il y a aucune nation qualifiée dans la coupe du monde, à la coupe du monde qui était dans ton groupe. C'était un groupe relativement faible. Tu l'as dit, tu as pas réussi à battre la Pologne et bon, ça, c'est que pour parler des résultats. Heureusement que tu mets certains scores quand même à Malte, à la Finlande et cetera. Mais au niveau du jeu, je pense qu'on pourra en parler, mais c'était quand même, très, très, très poussif, loin d'être flamboyant et loin d'être, ultra rassurant à l'aube de cette coupe du monde qui a pas été, u une équipe qui a pas été non plus rassurante sur cette trêve de mars. On est un petit peu dans la continuité de l'ère Coman depuis 2-3 ans, qui, au niveau des résultats, est relativement correct, mais qui fait pas surperformer cette équipe, qui au niveau du jeu est assez, comment dire ça, poliment, ennuyante. Ouais et ben, tu vois, je pense que d'ici quelques minutes, on va évoquer de nouveau son nom
à cet homme, à Koeman. Juste avant, est-ce que tu aurais pour nous quelque chose que le grand public ne sait pas ou néglige un petit peu sur cette sélection? Peut-être que ne sait pas, je pense pas, parce que ça reste comme une nation relativement suivie. Quand on parle des grosses nations européennes, les Pays-Bas arrivent souvent en 5, 6e place. Peut-être néglige, c'est, certainement le vivier. Je trouve qu'on n'en parle pas assez par rapport, par exemple, je sais pas, une équipe d'Allemagne qui est pas sur la plus grosse génération, mais par exemple, je pense que le vivier néerlandais est peut-être à l'instant T au moins similaire à celui de l'équipe d'Allemagne, surtout à certains postes. En défense, je pense qu'on a côté Pays-Bas, peut-être, allez, top 3 du meilleur secteur défensif au monde. Il y a énormément, énormément de monde. Les Van Dijk, Timber, Van Hecke, De Ligt, même si on parle des latéraux, un Van de Ven qui joue latéral en sélection, Denzel Dumfries. Il y a pas mal de monde sur cette ligne défensive et au milieu aussi. Peut-être, sur le papier, le meilleur double pivot du monde. En tout cas, dans le débat avec Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, à 100 les 2 font partie des meilleurs, sont en plus assez complémentaires. Donc ouais, peut-être le vivier à certains postes. Le souci des Pays-Bas, c'est que c'est pas l'effectif le plus complet. Il y a des postes un petit peu défaillants, mais il y a des secteurs très, très forts qui, ouais, sont parmi les tout meilleurs du monde. Ouais, effectivement, je pense là d'instinct, poste de latéral droit où tu as cité déjà Timber, c'est vrai que tu as aussi Dumfries, tu as Frimpong, tu as Geertruida, Reed de Feyenoord. Mmh. Là, il est blessé si je me trompe pas, mais ça fait quand même beaucoup de monde, c'est vrai. On revient sur, l'ami Ronald Koeman. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu son style de jeu s'il y en a un? Comment est-ce qu'il fait jouer cette nation? Bah, c'est pas c'est pas ultra flamboyant. C'est pas l'entraîneur que je porte le plus dans mon cœur. Tu vois, là, il y a à la trêve de mars, j'étais beaucoup mieux devant l'équipe de France de Dédé, devant l'Espagne de Luis de la Fuente, que devant les Pays-Bas de Ronald Koeman. C'est ouais, c'est une continuité depuis qu'il est revenu parce que c'est son deuxième mandat à la tête des Pays-Bas. Depuis qu'il est revenu en 2023, c'est loin d'être flamboyant dans le jeu. C'est vraiment le foot de sélection, dans pas enfin, dans son excellence, mais du côté négatif. C'est-à-dire que tu vois que c'est une équipe qui a pas énormément de temps pour travailler ensemble, pour travailler des circuits de passe, très approfondis et c'est une équipe qui, avec ballon, est souvent en difficulté, notamment face au bloc bas, qui a beaucoup de mal dans sa force créative à déstabiliser les blocs adverses et qui, ouais, sur un foot, qui est, ouais, vraiment très équilibré. On s'appuie beaucoup notamment sur les coups de pied arrêtés et on essaye ouais, de prendre un but de moins que l'adversaire. Faudrait le résumer comme ça, mais c'est clairement pas le football le plus chatoyant. On est très, très loin du football total des Pays-Bas. On est sur une équipe, de sélection très équilibrée, relativement compétitive, mais pas du tout flamboyante dans ce qu'elle peut proposer dans le jeu. Mais du coup, est-ce que ça a une corrélation avec, est-ce que ce sélectionneur est le talon d'Achille de cette sélection? Est-ce que tu vois autre chose qui peut être, compromettant pour eux? Est-ce que, ça ressemble à un point faible, hein, ce sélectionneur pour cette équipe au vu des qualités qu'ils ont individuellement? Est-ce que tu le cibles en tant que première problématique? Sinon, est-ce que tu as d'autres points faibles à cibler sur, cette sélection? Bah, je sais pas si c'est le point faible, parce que ça reste quand même un coach référencé, qui a de l'expérience, qui, tu vois, dans les grandes compétitions, on l'a vu, à l'Euro, c'est pas non plus une équipe qui s'est crashée. Il y a quand même un certain niveau plancher auquel tu sais, t'attendre avec Coman avec Koeman, mais s'il faut faire une colonne plus, une colonne moins, je le mettrais comme beaucoup plus dans les moins, parce que c'est vrai que c'est pas un coach qui fait surperformer le matériel qu'il a à sa disposition et qui, en plus, dans l'aspect spectacle, est pas forcément au rendez-vous. Donc ouais, plutôt point faible. Je sais qu'aux Pays-Bas, et même moi, on a hâte déjà de voir le nouveau sélectionneur et il y a du monde. Ça parlait pas mal d'un moment d'Erik ten Hag, avant qu'il prenne un autre rôle du côté de Twente. Il y a un Slot aussi, tout le monde dit dès qu'il part de Liverpool, il va falloir sauter dessus. Le rêve absolu, c'est Pep Guardiola, si tu vas à l'étranger, un petit peu l'affiliation, Johan Cruyff, Barça, Pep Guardiola. Mais ouais, c'est clairement pas un coach qui est ultra, ultra adoré du côté des Pays-Bas et bah, les points faibles, c'est un petit peu lié directement à Koeman, hein. C'est ce qui est, fait avec ballon dans cette équipe, d'un point de vue offensif. C'est quand même une équipe, alors que tu as un certain matériel qui est assez faible avec ballon et même sur certaines individualités, je parlais d'un effectif qui a des secteurs très forts. Il y a aussi des secteurs très faibles pour une équipe qui veut aller gagner la coupe du monde.
notamment au poste de 9, Memphis Depay qui joue à Corinthians, il a qui a pas son successeur et qui est, à condition que sa condition physique soit à la hauteur, bah, toujours le 9 titulaire. Tu as pas ton ailier droit, c'est un poste qui, j'ai l'impression, faudrait regarder, mais à chaque match, change parce qu'il y a aucun ailier droit qui a réussi à s'installer. Tu as aussi pas de gardien fiable dans cette équipe. Donc, j'ai dit qu'il y avait des secteurs forts, mais pour une équipe qui a pas de 9 fiable, et de gardiens fiables aussi, on n'est pas sur l'équipe qui arrive non plus avec le plus de certitude et qui en plus, je pense, est un peu sous-coachée par Ronald Koeman. C'est pas une catastrophe absolue, mais c'est clairement pas optimisé. On est bien d'accord et j'ai quand même l'impression que c'est un mal récurrent, ces sélectionneurs, aux Pays-Bas, de Van Gaal à De Boer à Coman, on ronfle un petit peu, ils font dans le Van Gaal, le local. dernier passage, à la coupe du monde était plutôt bon. Alors il a aussi, l'aspect, il était atteint d'un cancer, il a quand même disputé la coupe du monde. Donc, tu sais, dans la cote de sympathie, ça a joué en faveur de lui. Après, c'est vrai que c'était C'est pas vrai. le plus grand football, mais ouais, son dernier passage était plutôt bon, mais c'est un peu l'exception, hein. Depuis les 10-15 dernières années, tu as pas de sélectionneurs, du côté des Pays-Bas qui ont fait l'unanimité, très loin de là. Ouais, ça reste quand même une problématique et c'est vrai que du coup, ils privilégient le local, d'avoir un entraîneur, de la nationalité, mais il y a peut-être quand même des limites, à ce poste-là, à cette responsabilité-là. Ça, c'est pour le négatif. Il y a quand même du positif. On parle quand même des Pays-Bas, quand on en parle, on les situe pas, hors top 15, peut-être même pas hors top 10 non plus. Enfin, ah si, quoique, ça il y a enfin, Alors ils top ont 10, je pense que vraiment du c'est le cut, ouais, c'est là, tu sais pas ouais, c'est ça. où ils en sont, mais top 15, ouais, top 10, à voir, ça dépendra de chacun. Ouais, tu peux les foutre, 9e, tu peux les foutre 13e, je pense que ça scandalisera personne, ouais, effectivement. Mais du coup, il y a forcément des qualités quand même dans ce qui est dans cette équipe, des points forts. Lesquels tu ciblerais principalement? Quelle est la force principale des Pays-Bas? Bah, déjà les coups de pied arrêtés, j'en ai un peu parlé, mais c'est vraiment une équipe qui, pour le coup, sur coups de pied arrêtés est très, très forte. Il y a peut-être un Nicolas Jauvert qui vient faire les trêves du côté des Pays-Bas pour pas s'ennuyer du côté d'Arsenal, notamment sur le plan défensif. Je sais que c'est l'un des très, très hauts points forts de cette équipe. Même offensivement, Van Dijk a marqué, par exemple, sur coup de pied arrêté face à la Norvège. Donc c'est un vrai point fort. Après, je l'ai dit, sa qualité individuelle, notamment défensive, cette ligne de 4 et le double pivot, il y a très peu de sélections qui peuvent rivaliser avec ça, en parlant des titulaires. Le vécu commun aussi, c'est pas une équipe, enfin, c'est une équipe qui est vraiment sur, je pense, tu prends le groupe de 2022, il y a beaucoup de joueurs qui étaient déjà là, qui se connaissent, qui ont de l'expérience, un vécu commun entre eux. Même à l'Euro 2024, il y a un bon mix entre des joueurs bien expérimentés, bien référencés. Je pense à Van Dijk, à De Jong, à Memphis Depay qui sont les 3 patrons, on va dire, de cette équipe et des jeunes qui arrivent. Le tout dernier, c'est Keith Smith au milieu, le prochain gros milieu des Pays-Bas, qui est arrivé. Mais globalement, c'est une équipe qui se connaît bien. Il y a une ossature assez claire et des leaders qui sont identifiés et notamment celui que tu montres à l'écran, le Cody Gakpo, version grande compétition. C'est un très, très gros point fort de ce Pays-Bas. C'est peut-être le plus gros point fort parce que c'est un joueur qui, quand tu parles des meilleurs ailiers, des meilleurs attaquants du monde, tu penses jamais à lui et c'est logique parce qu'à Liverpool, il est encore un ton en dessous des plus grands joueurs au niveau mondial. Mais alors dès qu'il est avec ce maillot des Pays-Bas en grande compétition, c'est l'un des meilleurs. La phase de poule notamment qu'il fait à la coupe du monde 2022, c'est peut-être le meilleur joueur du mondial à ce moment-là. Pareil à l'Euro, c'est l'un des meilleurs néerlandais. Donc, ouais, lui est très clairement devenu le leader offensif et dès qu'il est sur les grandes compétitions, tu as des joueurs pour qui il y a beaucoup de pression, ça les fait un petit peu déjouer. Lui franchit encore un cap et bah, je pense que ça sera encore le cas sur cette coupe du monde. Il y a pas de raison que ça soit pas le cas. Ouais, il a clairement un mode, Super Saiyan qu'il peut activer Ouais. dès qu'il joue en orange ou en bleu du coup des fois avec les Pays-Bas. Et du coup je pense qu'il est aussi, il a une grande part de responsabilité dans quelque chose que je me suis noté, c'est le taux de conversion, pas de conversation quand même, Alors ou beaucoup peut-être. assez ouais, qui est il est assez excellent, hein, le taux de conversion, pour les Pays-Bas sur la phase de qualification. Ils ont marqué 27 buts pour un total de 19 XG, 19,3 XG. Donc, il y a quand même, un taux de conversion, très élevé et je me suis noté également une capacité à ne pas perdre ses matchs. Alors
C'est un petit peu ça retranscrit un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, la mentalité Koeman qui est plutôt de dire, prendre, 1 but de moins que l'adversaire, bah, c'est un petit peu ça, ça se retranscrit, facilement. Ils n'ont plus perdu depuis, 1 an et demi. La dernière défaite, elle remonte à octobre 2024, donc ça commence à faire quand même un petit moment. D'autant qu'il y a eu sur le chemin l'Espagne 2 fois en Ligue des Nations, tu fais 2 matchs nuls et ça se règle, au tir au but. Tu aurais pu renverser cette, grande Espagne et là, tu as l'exemple le plus récent, c'est l'Équateur. Le match n'est pas sensationnel sûrement, mais un rouge à la 13e minute et tu trouves le moyen de ne pas perdre quand même. Donc c'est quand même une équipe qui est difficile à bouger, j'ai l'impression, hein. Ouais, non, bah, très clairement, bah, c'est ce qu'on disait, c'est un petit peu l'équipe de France de Didier Deschamps dans ses mauvaises heures. C'est une équipe qui tu as l'impression que le matériel est pas optimisé, tu pas capable de gagner tous tes matchs. Par contre, bah, tu sais que tu as un niveau plancher et que tu vas pas forcément descendre en dessous. Donc ouais, ça rejoint un peu ça. Et même face à l'Espagne, c'était 2 bons matchs. L'Espagne avait quelques absents de mémoire. C'était pas la meilleure version de l'Espagne, mais ça reste comme l'Espagne de Luis de la Fuente. Et pour le coup, bah, tu es dominé, mais tu es capable de rivaliser et c'est pas des nuls qui ont été volés. Donc non, là-dessus, comme je le disais, tu as certaines certitudes sur le niveau le plus bas de cette équipe. Le tout, c'est la question aujourd'hui, c'est est-ce que, ce groupe avec ce sélectionneur est capable d'aller chercher un niveau plafond plus haut? Et la question, en tout cas les réponses pour le moment sont plutôt négatives à l'approche de cette coupe du monde. Et tu vois, si c'est une équipe qui est capable d'embêter un petit peu tout le monde, mais de renverser «personne» entre guillemets, c'est peut-être, on les verra sur des séances de tir au but, va savoir. Est-ce qu'on va passer poste par poste? Bart Verbruggen est un gardien compétent sur l'exercice et est-ce que, c'est, un joueur qui fait l'unanimité? On sait qu'il y a eu là aussi un mal récurrent au niveau des gardiens pour la sélection. C'est lui qui a l'air de se stabiliser au poste, là où il y a eu quand même une période où il y a eu des essais, notamment avec, des joueurs, qui étaient censés être des titulaires qui ont des problèmes, souvent des pépins physiques. Je pense à Bijlow, forcément. Donc est-ce que Bart Verbruggen, fait l'unanimité ou pas? Je pense également à Roofe qui est, à Sunderland. Est-ce qu'on en parle de ce joueur, pour être potentiel numéro 1 ou pas du tout? C'est la grosse interrogation. Pour le moment, le numéro un c'est Bart Verbruggen, mais il y a même Mark Flekken qui a joué face à l'Équateur et aujourd'hui, le numéro un c'est Verbruggen, gardien très prometteur de Brighton et qui, je trouve, stagne énormément, voire même peut-être régresse, qui est excellent, dans son jeu au pied, en tout cas très bon, mais qui sur sa ligne est très souvent défaillant et ouais, pour moi, c'était, le prochain gardien amené à vraiment s'installer au poste de numéro un. Parce que finalement, depuis Van der Sar, il n'y a pas eu de numéro un incontesté sur la durée du côté des Pays-Bas. Mais ça stagne énormément et je ne sais pas qui des 3 entre Verbruggen, Flekken et Roos sera titulaire. Je pense que s'il faut faire un pourcentage de chance, tu es sur du 50 Verbruggen, 40 Flekken et 10 Roos, parce que Roos a le désavantage de toujours pas avoir fait ses débuts, avec la sélection. Il était blessé là pour ce rassemblement de mars. Mais je pense qu'intrinsèquement aujourd'hui, c'est le meilleur gardien néerlandais. Le souci, c'est qu'il a aucune expérience et que le lancer comme ça numéro un sur une coupe du monde, c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais en même temps, faut se rappeler qu'à la coupe du monde 2022, je ne sais pas si vous avez oublié, c'est un certain Andries Noppert qui est dans les buts des Pays-Bas, Mmh. qui était gardien d'Heerenveen à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs, mais il est passé numéro 2. Enfin lui, pour le coup, c'était un vrai one shot qui était très bon sur la coupe du monde 2022. Mais v les Pays-Bas sont au vu du manque de qualité dans ce secteur, sont capables de miser sur, le meilleur gardien, la meilleure dynamique et y aller comme ça. Et je pense pas qu'il y ait un statut très clair, une hiérarchie très claire qui soit dessinée. Il y a Baillo à l'écran. Lui, je pense que s'il est dans les 26 à la coupe du monde, ce sera déjà une bonne nouvelle. Et pour le coup, les 3 qu'on a cités, ouais, j'ai du mal à définir un numéro 1, sûr à 100. Je pense pas qu'il y en ait un. Ça, c'est quand même une problématique, hein, de rentrer dans une grande compétition en ayant des incertitudes au niveau de ton gardien. C'est quand même un poste plus que clé, donc ouais, c'est quand même une problématique. Juste au-dessus, la ligne juste au-dessus, en commençant par les défenseurs centraux, là aussi, il y a quand même une petite interrogation parce que le sujet, c'est qui pour accompagner Virgil van Dijk? Il y a eu de l'alternance, hein, sur tous les matchs de qualification entre Paul Van Hecke, De Vrij, De Ligt. On a même essayé, Timber qui, OK, de base est un central, mais joue davantage, quasi exclusivement à droite du côté d'Arsenal.
Donc au final, est-ce qu'on a trouvé la solution? Est-ce qu'il y en a une qui se dégage plus qu'une autre? Ouais, alors du coup, pendant ce rassemblement de mars, c'était plutôt Van Necke, je pense, qui était parti titulaire. Mais ouais, je vois bien, Timber. Timber, central droit du coup, parce que certes, tu le dis, il est plutôt latéral droit du côté d'Arsenal et c'est même un joueur qui pourrait être central. Voilà, il je crois qu'il fait 1,80 m. C'est pas le joueur, au profil physique le plus adapté à ce poste-là, mais c'est vraiment complémentaire de Van Dijk. Il a aussi cette formation à ce poste-là et en plus, cette équipe des Pays-Bas passe, bah, à 3, avec le ballon, Van de Ven est le troisième axial. Du coup, Timber a plus ce rôle de troisième axial à droite. Donc je pense que c'est vraiment bien dimensionné pour lui. Mais ouais, Van Dijk est indiscutable. Tout c'est de savoir qui de Timber ou Van Necke va l'accompagner. Je miserais plutôt sur Timber et derrière De Ligt un petit peu en retrait. De Vrij, si moins on le voit, mieux on se portera, je pense, du côté de l'Amérique, parce que c'est très, très, très compliqué et ouais, le je crois qu'il est passé, bien de l'autre côté de la montagne, l'ami Stéphane de Vrij. Mais ouais, soit Timber, soit Van Necke, mais plutôt Timber, je pense, de mon côté. Bah, ça me permet de faire la transition parce que, à gauche, bon, c'est vrai que Van de Ven est plutôt tranquille, Ake en doublure. À droite, on parlait de Timber, c'est pas lui qui devrait occuper le poste. Koeman aime beaucoup son Dumfries national et lui aussi, hein, c'est comme Gakpo, quand il y a le maillot orange, il est assez bon ce garçon. Mais il y a du choix à droite quand même. Frimpong, il le préfère un cran plus haut, mais il y a quand même, matière à débat ou pas du tout. Est-ce que ça pose question d'avoir autant de joueurs? Tu essaies de les éparpiller, de en fait, tu as un contingent de joueurs assez énorme sur ce poste-là. Du coup, tu te retrouves avec Timber potentiellement défenseur central, Frimpong potentiellement un cran plus haut. Dumfries, fait pas trop de débat ou est-ce que quand même on en discute? Non, 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 plutôt indiscutable aussi. C'est l'un des leaders un petit peu expérimentés de cette équipe. D'autant que, bah, je te disais le système un peu hybride, il te faut un latéral droit offensif et c'est beaucoup plus le profil de Dumfries que de Timber. Donc, non, il y a Frimpong qui peut jouer à ce poste-là, mais tu l'as bien dit, dans l'esprit de Koeman et de plus en plus dans l'esprit de Slot aussi, c'est beaucoup plus un ailier qu'un latéral. Et Geertruida, il est là, mais bien derrière, Dumfries. C'est le latéral droit un petit peu polyvalent qui va pouvoir te sauver, pour combler certaines brèches quand tu as besoin. Mais ouais, Dumfries assez indiscutable à ce poste-là. Pour le milieu de terrain, il y a quand même moins de questions. Il semble tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, il y a déjà un duo qui semble, assez logique, c'est De Jong-Gravenberch. Là, pour le coup, c'est assez indéboulonnable. Le troisième pour les accompagner au maximum, c'est, Reinders, mais De Jong est assez indisponible. Alors, s'il est indisponible, souvent l'option privilégiée, c'est entre, Xavi Simons dans l'axe ou alors Kluivert sur une pointe haute. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais du coup, je ça a l'air ouais, ça a l'air d'être ça. Donc là, pour le coup, on est sur un milieu qui pose, peu de questions. Un peu plus pour le coup sur les postes offensifs. On exclut tout de suite le côté gauche. Gakpo est l'homme de la situation, l'homme des tournois, des grands rendez-vous, et on l'évoquera d'ailleurs un petit peu plus tard, vous allez voir. À droite, par contre, il y a beaucoup plus de questions qui se posent. On a déjà évoqué Frimpong, mais on a aussi Xavi Simons, on a Malen. Hem, Est-ce qu'il y en a un qui tient le bon bout plus que l'autre? Je pense que sur le rassemblement de mars, Malen a peut-être marqué un peu plus de points. Alors c'est ouais, c'est un peu paradoxal parce qu'il fait son premier match face à la Norvège en neuf et c'est sûrement le Néerlandais le moins performant en tout cas et il fait, 15-20 minutes très bonnes face à l'Équateur sur le côté droit et c'est lui qui est sorti, à cause du rouge de Dumfries. Donc finalement sur 20 minutes, il a marqué des points, mais c'est dire un petit peu la pauvreté du poste, c'est que si tu fais 20 bonnes minutes à ce poste-là, tu peux marquer beaucoup de points et décrocher ton statut de titulaire parce que Xavi Simons, au-delà même de sa dynamique en club qui est assez, cette saison assez compliquée, à droite, c'est clairement pas son rôle préférentiel. Puis Frimpong, c'est pas non plus un ailier de formation, tu vois? Qu'il a pas tous les repères, à ce poste-là. Donc ouais, je partirais plus sur Malen, un peu par défaut, mais c'est en plus un joueur qui a pas mal de vécu à ce poste-là, même en sélection en vrai, il commence déjà à avoir relativement un certain âge, c'est plus le plus jeune de ce groupe. Donc, ouais, plutôt Daniel Malen par défaut, mais la concurrence est assez compliquée à ce poste-là.
Ouais, c'est peut-être un des postes les plus, problématiques, hein. Tu sais un peu ce que Mmh. tu disais avec le poste de gardien de but. C'est vrai que là, pour le coup, on manque de peut-être de il y a de la concurrence en soi parce qu'il y a 3 joueurs qui peuvent, occuper le poste, mais de qualité en tout cas pour sûr, pour, viser les sommets en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal de sélections qui aimeraient les avoir, mais, pour le niveau que souhaiteraient, obtenir les Pays-Bas, c'est peut-être insuffisant et en Et puis on pointe. parlait tout à l'heure des top 10, je sais pas s'il y a beaucoup de top 10 qui veulent, comme ailier droit titulaire, Daniel Malen, tu vois? Ouais, ouais, bah, ouais, ça se tient. Ouais et c'est peut-être en ça aussi. C'est vrai qu'au final, tu enlèves, Malen, tu mets un joueur, un peu plus, un peu plus référencé. Peut-être que cette sélection change de dimension, hein. Ça Mmh. peut-être, ça se joue à pas grand-chose. Pour le poste de neuf, c'est pareil, il y a quand même une certaine division avec Memphis Depay. Bon alors c'est, compliqué de se situer, c'est le meilleur buteur de la sélection, et puis, assez tranquillement. Comment est-ce que ça se fait qu'il divise autant? Est-ce que nous, on a peu les yeux dessus quand même à Corinthians? Je vois pas ce qu'il fait, hein. Je regarde pas les matchs de Memphis Depay, j'ai beau être lyonnais, je me mets pas, des matchs, de la ligue brésilienne pour lui. Hem, Pourquoi est-ce qu'il fait autant débat? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas derrière lui? Bah, parce que c'est un joueur de Corinthians, déjà, quand tu es on parlait, j'en reviens à ça, mais quand tu es une sélection du top 10 mondial, en tout cas que tu prétends être ça, voire un peu plus, bah, avoir comme 9 titulaires un trentenaire de Corinthians, avec tout le respect que j'ai pour le championnat brésilien, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attends. Certes, c'est le meilleur, buteur de la sélection, mais bah, tu sens que lui aussi est passé de l'autre côté de la montagne, que le la meilleure version de Memphis Depay allait très, très loin. Même si ça reste un joueur qui est capable d'être décisif, sans que quand le niveau d'adversité s'élève, oui, il a marqué pas mal de buts sur les éliminatoires, et c'était surtout sur des plus petits matchs. Face à la Pologne, par exemple, je me souviens qu'il était pas mal en difficulté et ouais, c'est un gros débat parce que même Ronald Koeman l'a relativement remis en place en conférence de presse, là, en mars, en disant, «Va falloir qu'il travaille sa condition physique». C'est un peu le Neymar, le sujet Neymar au Brésil et un peu le même sujet du côté des Pays-Bas avec, une force, divisée par 10 parce que Memphis Depay n'est pas Neymar. Mais ouais, il y a une question autour de sa condition physique, de sa capacité à être compétitif à ce niveau-là. Mais, bah, lui, contrairement à Neymar, a l'avantage d'avoir un vrai statut, d'avoir quand même un vrai vécu aussi sur les derniers mois avec la sélection. Il était là pour les qualifs, il était titulaire. Puis il y a pas une énorme concurrence à son poste, on le voit à l'écran, mais, Mmh. il y a pas encore de joueurs qui se sont installés, à ce poste-là. Donc, ça reste lui aussi, je pense, encore dans l'esprit de Ronald Koeman, le titulaire par défaut, à condition qu'il arrive, en pleine forme, en tout cas en forme suffisante pour le mondial. Bien, tout ça, ça te fait te dire que cette, sélection est surévaluée, sous-évaluée, bien évaluée par rapport à ce qu'on en pense, à ce qu'on dit? Je pense qu'elle est plutôt bien évaluée parce que je vois personne la mettre parmi les favoris et quand tu égrènes un petit peu les potentiels outsiders, les Pays-Bas arrivent, relativement vite. Mais ouais, on parlait tout à l'heure, je pense que c'est une sélection que beaucoup de gens mettent dans leur top 10, en tout cas entre la 8e et la 12e place et je pense que c'est plutôt bien évalué parce que c'est une équipe, on a parlé collectivement qu'individuellement a pas les suffisamment de ressources et de certitude pour se dire: «Ouais, c'est un vrai prétendant à la victoire finale». Il y a quand même certains arguments, la qualité individuelle, le tout simplement le statut aussi de la sélection, qui peuvent te laisser te dire que, ouais, si c'est une équipe qui fait quart, elle sera pas non plus une surprise. Donc, ouais, non, plutôt bien évalué. Pas un favori, mais pas une sélection dont on parle pas du tout quand on évoque, les outsiders de ce mondial. On va passer sur, la poule. On a pas mal déjà parlé des Pays-Bas. Cette poule, elle est assez intéressante quand même. On a sur la première journée déjà une confrontation directe contre le Japon. Alors c'est une confrontation qu'on connaît, qu'on a déjà eue. Coupe du monde 2010, victoire des Pays-Bas. Mais ce Japon fait peur de plus en plus. Ils ont tapé l'Angleterre très récemment, le Brésil l'année dernière. Donc on se dit, jusqu'où peuvent-ils aller? C'est une des seules nations du circuit mondial à jouer à 3 derrière aussi. Ça peut être un peu déstabilisant, c'est une de leurs particularités. En deuxième journée, c'est la Suède que rencontrera les Pays-Bas. C'est un match-up historique pour le coup, parce que le premier a eu lieu en 1908. Il y a eu 13 rencontres entre les 2, que 2 victoires pour la Suède. Alors à partir de là, on pourrait très facilement se dire: «OK, les Pays-Bas surdominent la confrontation». Non, parce que 4 victoires pour les Pays-Bas,
7 matchs nuls au total. Donc il y a un petit peu, peut-être un effet kryptonite qui s'applique entre, la Suède et les Pays-Bas et la coupe du monde 1974. Ils sont dans la même poule, les 2, Pays-Bas, Suède. Pays-Bas finit premier, Suède deuxième. Alors pour les plus superstitieux d'entre nous, ça peut être, un élément positif et en J3, la Tunisie, il y a eu qu'une seule rencontre en 2009 entre les 2 qui s'est terminée par un partout. Alors on l'a vu, ensemble particulièrement Enzo lors de la dernière CAN sur box to box, cette Tunisie nous a fait bonne impression, forte impression sur la première journée, avant de nous décevoir. Maintenant, c'est Sabri Lamouchi qui en est à la tête et il n'aura eu que 4 matchs de préparation avant la coupe du monde. C'est jamais, les équipes les mieux préparées, évidemment. Qu'est-ce que tu en penses de cette poule au global? Non, bah, déjà, c'est une très belle poule, je trouve, assez diversifiée et aussi assez homogène. Une poule, vraiment dangereuse parce que, bah, avec ce format des je crois que c'est 8 des 12 meilleurs troisièmes qui vont se C'est qualifier, ça, heu, tu enfin, c'est ça, c'est exactement la même chose divisé par 2 du côté de la CAN, on l'a vu. Tu as entre guillemets «ce piège» de te dire: «Bah, même si je finis troisième, il y a de grandes chances de passer» et en même temps, finir troisième ne t'assure pas non plus de passer. C'est pas le comme d'autres poules, une poule où les Pays-Bas peuvent, avant la compétition, se dire: «Bah, je suis sûr quasiment à 100 à 99 que je vais finir dans les 3 premiers parce que voilà, la Tunisie n'est pas Haïti, n'est pas Curaçao. C'est quand même une sélection qui est capable d'aller te chercher un point, de t'accrocher». Donc non, poule, vraiment difficile, je pense l'une des plus difficiles pour les Pays-Bas qui n'ont pas forcément eu de chance sur leur tirage. Mais normalement les Pays-Bas sont, allez, au minimum censés finir dans les 2 premiers, assurer une qualif, directe. Mais ouais, non, j'aime beaucoup cette poule pour l'aspect spectacle et je pense qu'on aura de bons matchs. Mais je pense que les Néerlandais sont pas les plus sereins. Je veux pas dire qu'ils sont en grand danger, hein, mais ils sont pas les plus sereins avant d'aller affronter ces équipes de la poule F. ah c'est sûr qu'il y a pas de match, évident, ça on est bien d'accord. Après j'espère quand même que pour les Pays-Bas, la Suède ça va le faire, hein. La Suède de Graham Potter, 2 points sur les phases de qualification, pas une victoire sur ces 6 matchs, c'est déjà assez miraculeux qu'ils soient là, mais ils ont gagné les 2 qu'il fallait. Donc on va pas les enterrer du tout, mais ça serait quand même une énorme, controverse de voir les Pays-Bas ne pas se qualifier ou simplement arriver troisième. Même s'ils se qualifient en étant troisième, ça serait quand même, pas top, top. Est-ce que tu aurais un prono, un classement à établir si tu dois te mouiller? Bah, je dirais, parce que vous l'avez compris que je suis pas forcément rassuré par les Pays-Bas et comme toi, j'aime bien ce que fait le Japon en ce moment, je dirais deuxième. 2e, non OK. pas que le Japon est forcément une meilleure équipe que les Pays-Bas, mais je vois cette équipe japonaise avec beaucoup plus de certitude pour entamer cette coupe du monde. Tu l'as dit, c'est la J1. Les Pays-Bas ont l'habitude un petit peu de monter en puissance sur les dernières grandes compétitions. Les premiers matchs sont souvent très poussifs, très inquiétants, en tout cas relativement inquiétants. Puis après tu montes en puissance. La dernière coupe du monde, tu commences relativement timidement et finalement tu as une séance de pénalty d'éliminer le futur champion en titre avec l'Argentine. Pareil à l'Euro, tu fais demi alors que tu commences pas super bien non plus ton ta compétition. Donc, ouais, deuxième parce que je vois les Pays-Bas se faire, surprendre par le Japon et après tu l'as dit, tu es quand même censé être supérieur à la Suède et à la Tunisie pour faire le travail et donc aller quand même accrocher cette qualification directe. Et bah, tu vois, on est d'accord sans l'être. J'imagine aussi une première journée difficile pour les Pays-Bas, mais malgré tout, je les imagine attraper un nul contre ce Japon qui est, plus terrifiant que ce qu'on pouvait imaginer et je pense que ce qui fera la différence, c'est, j'imagine des Pays-Bas davantage capables de scorer, face à la Suède, par exemple, que le Japon et que le goal average jouera en leur faveur. C'est un petit peu le scénario que j'imagine. Dans le cas où ils sont premiers, on va partir de ce principe-là, même si évidemment, c'est loin d'être fait, mais c'est ce que les cotes indiquent, donc on va se baser dessus. S'ils finissent premiers en 16 de finale, ils prennent deuxième du groupe C, probablement. Donc le groupe C, c'est Brésil, Maroc, Écosse, donc pas une évidence. En huitième de finale, ça serait le deuxième du groupe A ou le deuxième du groupe B. Et pour le coup, c'est parmi les groupes les moins relevés, hein. C'est Mexi Pour la poule A, c'est Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, Tchéquie. Le groupe B, Canada, Suisse, Qatar, Bosnie. Donc OK, j'ai l'impression que le parcours est abordable. À partir de là, c'est vraiment de toute façon des très hypothétique, donc on va pas, s'y aventurer trop longtemps. Mais à partir des quarts de finale, tu as de bonnes chances de rencontrer
si les pronostics ne mentent pas, si les cotes ne mentent pas, le vainqueur de France-Allemagne et je crois pour le coup que là, la c'est peut-être, ce que peut-être le plafond de cette sélection, mais bon, on n'en est pas là. On est vraiment sur, des contes d'apothicaire là. Hem, on approche de la fin, Enzo. Je vais avoir pour toi, on va passer sur quelque chose de plus ludique, de plus sympathique. Est-ce que tu aurais pour nous une prédiction libre, quelle qu'elle soit, que ce soit sur ta sélection, sur la poule, sur la compétition? Est-ce que tu as quelque chose pour nous? Ouais, bah, tu m'as demandé ça avant la vidéo, donc j'ai préparé ça sur les Pays-Bas. Pour moi, les Pays-Bas seront l'équipe devant laquelle Arteta prendra le plus de plaisir cet été et Ronald Koeman remplacera Nicolas Jover l'été prochain après la coupe du monde, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. J'ai pas besoin de revenir dessus, mais il y a une filiation qui se fait entre les 2 assez naturelle et je pense que, ouais, les 2 peuvent s'influencer mutuellement et bien kiffer ce qui est proposé. Je pense que Ronald Koeman se régale là cette saison devant les Gunners de Mikel Arteta. Ouais, j'en attendais pas moins, de ta part, hein. C'est un petit peu ce que j'imaginais. Pour le coup, je me suis noté, inédit, les Pays-Bas perdent une finale de coupe du monde. Tu as vu? Est-ce que potentiellement et plus sérieusement, est-ce qu'un Cody Gakpo ne pourrait pas faire partie, au moins, du 11 des phases de poule? Avec au moins 2 buts, importants peut-être, un Cody Gakpo en grande forme? La dernière coupe du monde, il est 3 matchs de poule, 3 buts. Je crois qu'à l'Euro, c'est 2 buts sur la phase de poule, un truc comme ça. Donc ouais, à chaque fois, il est très, très bon sur ces phases de poule. J'ai cru que tu allais le mettre équipe type de la compétition. J'allais te dire que les Pays-Bas vont peut-être pas aller suffisamment loin pour qu'il y soit. Mais ouais, en vrai, si à finale, on tu rigoles et ouais, ça c'est l'ADN, le pur jus des Pays-Bas. On en a pas parlé, mais s'il fallait résumer les Pays-Bas, c'est les perdants magnifiques. Je sais pas s'ils seront magnifiques cet été, mais je les vois pas vainqueurs non plus. Donc s'il y a finale, ce serait déjà une bonne nouvelle parce que ce serait une vraie surprise, je les attends pas à ce niveau-là. Tout à l'heure, tu parlais du parcours, du quart en plafond de verre. Moi aussi, je voyais un quart pour cette équipe comme en 2022, s'arrêter aux portes des, ouais, du à peu près top 10 quoi, pas suffisamment fort pour être parmi le top 4 mondial. Mmh. Ouais, pour, Gakpo, c'est ce qui m'a freiné aussi le parcours, qui devrait s'arrêter peut-être, plus tôt, que pour d'autres et au global, pour le power ranking, et bah, je vous invite à vous rediriger sur la chaîne d'Enzo. Il en a fait un, très intéressant. Pour terminer, Enzo, petit quiz. Je sais que tu es une brute, alors, je j'y suis pas allé de main morte. Enfin, ça sera peut-être très facile pour toi, tu vas me dire. Heu il y a que 2 questions. La OK. première, je pense qu'elle est abordable. La deuxième, c'est peut-être un peu plus du pifomètre. À commencer par le joueur le plus capé de la sélection. Wesley Sneijder. OK. Est-ce que tu aurais le chiffre? Je crois que c'est dans les 130. Je dirais 100, vas-y 134. Non, arrête. Après, ouais, là, pour le coup, c'est du pifomètre. Je savais que c'était dans les 130, mais tu vois, c'est comme en équipe de France, les buts d'Olivier Giroud, tu sais que c'est dans les 50, mais le exact, tu l'as pas forcément. Ouais, ouais. Mais c'est 134 du coup? C'est exactement ça, ouais. Bah, voilà. Si tu as les 2 suivants, les 2 qui le suivent, moi je peux rien faire. Je sais pas si Depay, non, je pense pas que Depay, il ait fait assez de sélections. Je dirais Van der Sar, on parlait tout à l'heure des gardiens. Ouais, Heu, en deuxième position. 3e par contre, heu, c'est un mec de ce siècle ou du siècle d'avant? Si ça se trouve, c'est entre les 2. S Ouais, ouais, c'est un petit peu entre les 2. C'est un ancien sélectionneur. Si ouais, j'en ai déjà dit. L'ancien J'en c'est ai dit beaucoup là. parce que du coup, j'allais dire Koeman, mais non, Van Basten, il a pas assez joué. Heu, Hadebourg, peut-être? Ouais, c'est ça exactement. OK. Le 3e, je l'ai eu grâce aux indices, je l'avais pas. Ouais, ouais, ouais et du coup, Van der Sar est à 130 donc il est pas loin. C'est pas passé à grand chose. La deuxième, c'est là pour le coup du pifomètre, mais bon comme tu lis mes fiches, je pense que ça sera OK pour toi. En corrélation avec la phase de poule, Japon, Pays-Bas sont dans la même poule, donc c'est une question qui porte là-dessus. En 2010, il y a eu une confrontation directe entre les 2, 1-0 pour les Pays-Bas. Qui a marqué le but de la victoire? Waouh! 2010, j'ai un seul souvenir, c'est la finale, quoi.
C'est trop jeune. Bah, ouais, ça sera du pifomètre, Kate, dire Kate? Non, c'est Non, pas Kate. OK. J'ai le droit à 3 chances? Vas-y, vas-y, faisons OK. ça. Robin? Pas Robin. OK. Si tu me poses la question, c'est que c'est pas évident. Certainement pas évident. Donc j'ai pas envie d'aller sur le 9. Hem, Vanderville. Je sais pas Oh pourquoi. non, Je sais qu'il était, hein, c'est lui qui est titulaire sur la je l'ai pas vu venir Vanderville. non, je l'ai pas là. C'est Schneider de nouveau. Je l'ai mis lui parce que, c'était lui la réponse juste avant déjà. Je me suis dit: «Il répondra jamais 2 fois Schneider». Ouais, bah, ouais, effectivement. Bon, bah, très bien Enzo, je suis bien content de t'avoir reçu chez toi. C'était un très bon moment. Donc je te remercie d'avoir parlé des Pays-Bas et de la poule F ensemble avec nous. Moi aussi, Encore une ça m'a fois, c'était cool. bah, avec plaisir, avec plaisir. N'hésitez pas à aller checker, hein, tous les liens sont en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.